suis dans le champ? Ouais, on va attendre parce qu'en vrai. Après, moi, je suis pas super important, c'est Guillaume qui est important. Ouais, c'est bon. C'est lancé? Yes. Cool. Guillaume, bienvenue au Startup Club. Merci. Merci de venir passer un petit peu de temps avec les étudiants. L'idée de cet entretien cet après-midi, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi. Ton parcours depuis les bancs de l'école centrale jusqu'au bureau d'Ashlane. Dashlane qui a fait parler d'elle récemment avec une levée de fonds de 30 millions d'euros, de dollars. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ton parcours, comment tu passes d'ingénieur à entrepreneur, les premiers mois, les premières années de Dashlane et ton rôle aujourd'hui dans l'entreprise. Ok, ça fait pas mal de questions. Alors je peux peut-être expliquer un peu rapidement le parcours, un peu comment ça a commencé, parce que c'est un peu le cœur du sujet ici. Du coup, moi j'étais à Centrale en 3e année et je cherchais un projet de fin d'études, comme la plupart des gens en dernière année d'école d'ingé. Et du coup, j'ai rencontré 2 personnes qui, eux, étaient dans la filière entrepreneur, donc l'équivalent de la filière dans laquelle vous êtes, du coup, à Centrale. Et qui eux, voulaient monter un projet et voulaient créer une boîte. Du coup, j'ai commencé à bosser avec eux au début juste pour faire un projet de fin d'études, sans idée de créer une entreprise derrière. Et au début, je voulais bosser dans la sécurité informatique, donc je voulais faire un stage dans un antivirus ou pour faire du penetration testing, des choses comme ça. Et puis, au début, donc, ils cherchaient un projet, du coup, c'était surtout eux deux qui cherchaient un projet. On voulait faire une fonctionnalité de gestion de documents pour des professions libérales de type notaire, etc. Donc, c'était il y a 10 ans, donc ça n'existait pas encore. Donc, ça avait l'air sympa. Et puis, au bout d'une ou 2 semaines, il y a le principal provider de services au niveau de ces professions-là qui a sorti exactement la fonctionnalité qui n'existait pas encore. Donc, du coup, c'était pas forcément super utile de se lancer là-dedans. Et du coup, c'est là qu'on a rencontré Bernard Liotto, qui est un des cofondateurs de Dashlane, qui du coup est un ancien centralien qui s'était rapproché de l'école, et du coup il proposait un projet du coup de création, il proposait un projet du coup à des étudiants de fin d'études. Donc du coup, on a commencé à bosser avec lui pour du coup créer Dashlane, et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça semblait beaucoup plus intéressant que de faire un stage dans la sécurité informatique. Voilà, donc ça c'est un petit peu vraiment le tout début. Et du coup, après pendant 1 an, concrètement, on a bossé non-stop, à peu près plus, autant voire plus qu'en prépa, je dirais. On a bossé vraiment sur la 3e année énormément, avec le but, c'était à la fin de l'année de convaincre Bernard Liotto de partir avec nous. Donc Bernard Liotto, lui, il avait un rôle, donc c'est le fondateur de Business Object, pour ceux qui connaissent. Est-ce que tu peux rappeler c'est quoi Business Object? Parce que là on est sur une génération. Alors, Business Object, c'est en gros un énorme logiciel de Business Intelligence. Business Intelligence, c'est prendre des datas et leur donner du sens. Bon. Et donc du coup, il avait. Donc en gros, Bernard Liotto, c'est peut-être la personne la plus successful dans le soft en France. Pour donner un petit exemple, Business Object c'était la première société tech française à être cotée à la bourse de New York. Ouais, donc c'est le premier succès d'une start-up française historique. Voilà, donc c'est vraiment, quand je dis que c'est une pointure, c'est vraiment une pointure. Donc le but du coup c'était de convaincre de partir avec nous en tant que du coup cofondateur et investisseur. Donc, du coup on a fait le projet en 3e année. On l'a convaincu et puis ensuite on a démarré avec lui. Du coup, lui avait un rôle d'accompagnement et de business angel en fait au début. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les débuts. Et après, globalement, mon rôle, donc au début on était 3. On était 2 techos et un école de commerce qui avait fait sa 3e année en fait à Centrale en accord d'échange. Et du coup, au début, simplement. 2 ingénieurs passent leur temps à coder et puis le 3e il fait tout le reste. Du coup, quand je dis tout le reste, c'est trouver un incubateur, trouver des locaux quand on commence à avoir un peu de fonds, recruter, faire les tests. Vraiment, quand je dis tout, c'est vraiment 100% des choses. Et puis ensuite, après, voilà, évoluer avec du recrutement,
la gestion d'équipe, de l'architecture, enfin tous les sujets ensuite sympas qu'il y a à gérer. Et aujourd'hui, j'ai un rôle où je garde une partie de management, donc je dirige des équipes de développeurs. Je garde une partie technique où je continue de coder aujourd'hui, je dirais 20-30% de mon temps. Et après, tout le reste, c'est, on va dire, de l'accompagnement technique sur les projets, sur l'architecture, des choses un peu sympas aussi comme le CIR, enfin, tous les sujets qu'on doit gérer en tant que tech lead ou en tant que manager. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dashlane, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que fait le produit et quelle était l'idée initiale et comment le produit a évolué au fil des années? Ouais. Alors, l'idée initiale, c'était de créer un assistant virtuel. De la même manière que vous pouvez avoir des gens qui vous assistent dans les tâches de tous les jours, qui sont des vraies personnes, créer la même chose, mais sur Internet. Et donc au début, c'était une idée qui était très très vaste, et on avait un peu défriché plein de choses, on avait regardé un peu tout ce qui existait sur Internet, où est-ce qu'il pouvait y avoir des choses qui pouvaient être automatisées. Et ensuite, au fur et à mesure, ça s'est resserré sur vraiment la gestion d'identité. Donc, combien de personnes ici utilisent un gestionnaire de mots de passe? 1, 2, 3, 4. Okay. Combien de personnes ici savent ce que c'est un gestionnaire de mots de passe? Ok. Donc, globalement, Dashlane, ça a été pendant pas mal de temps un gestionnaire de mots de passe. Aujourd'hui, c'est un gestionnaire d'identité, dans le sens où on essaie d'élargir l'approche, pas juste sur les mots de passe, mais sur l'identité, avec donc sur la protection d'identité et la gestion d'identité, avec des fonctionnalités comme vérifier si vos mots de passe ou vos informations personnelles, c'est là où on s'éloigne un petit peu des mots de passe, ont été breachés et sont disponibles sur le dark web, avec des features plus spécifiques aux États-Unis ou à d'autres pays anglo-saxons comme des assurances contre le vol d'identité, qui sont des choses hyper classiques aux États-Unis. Pour nous, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais avec des choses liées au credit score monitoring. Mais globalement, le cœur du produit, c'est la gestion du mot de passe. Donc, c'est sauvegarder l'ensemble de vos mots de passe et de vos données personnelles, ou en tout cas l'ensemble des informations que vous souhaitez confier au logiciel. Et ensuite, pouvoir les réutiliser sans avoir à chaque fois à taper des mots de passe, donc que ce soit sur Mac, sur PC, sur Linux, sur Android, sur iOS, voilà. Du coup, pouvoir avoir des mots de passe uniques sur chacun des sites, ce qui fait que quand un mot de passe pas très sécurisé se fait hacker, ce qui arrive après tous les jours maintenant, du coup il y a moins d'impact. Puis même quand des gros sites aussi se font hacker, ce qui arrive pas tous les jours mais quand même assez régulièrement, du coup l'impact sur l'ensemble de votre identité est amoindri. Et après, des aspects du coup d'aide à la sécurisation sur combien de mots de passe sont pas utilisés, les mots de passe faibles, les mots de passe qui n'ont pas été changés après des breaches. J'en parlais tout à l'heure, le fait de regarder sur le dark web quels mots de passe ont été breachés. Et voilà. Et donc là, on augmente maintenant vers la gestion de l'identité, la protection d'identité avec des features comme l'UVPN, le credit score, etc. Alors ça a l'air super évident aujourd'hui, mais comme tu l'as dit, vous avez commencé en disant on va faire un assistant virtuel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les premiers mois et les différents pivots que vous avez dû effectuer pour arriver à ce qui est devenu le produit aujourd'hui? Alors au tout début, on a vraiment on a mappé ce que les gens faisaient sur Internet, en gros, simplement. En regardant tout ce qu'on fait, lire des news, acheter des choses, acheter des billets, acheter des trucs de concerts, regarder la météo, regarder l'état du trafic. Enfin, on a essayé vraiment de mapper un petit peu tout ça, d'identifier un peu où est-ce qu'un assistant pourrait du coup faire des choses automatiquement, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a aucune valeur et qui sont d'ailleurs de plus en plus automatisées aujourd'hui avec les enceintes à la maison, avec tout un tas de solutions. On a fait un premier POC qui prenait un petit peu 3-4 fonctionnalités comme ça, de choses qu'on pouvait automatiser. Et ensuite, donc par exemple, une des choses qu'on faisait à l'époque, c'était sur le POC, c'était de se connecter sur un site sur votre banque en ligne, de scraper en navigation background du coup vos comptes pour pouvoir vous alerter s'il y a une dépense au-dessus de tel seuil, etc. Et donc la première étape, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas une entreprise, mais c'était à peu près 30 entreprises en fait, parce que rien que l'exemple que je viens de donner des comptes, il y a Mint qui le fait, et Mint c'est une grosse start-up
qui est déjà assez importante. Ou Banking en France. Comment? Ou Banking en France. Voilà, alors je connais moins du coup la solution française, mais effectivement, ouais, c'est vraiment une entreprise qui déjà a besoin de beaucoup de moyens rien que pour fournir ce service-là en fait. Donc la première étape, ça a été du coup de dire, bon, ben, en fait, c'est pas 30 business qu'il faut, c'est vraiment un seul business. Et donc là, on s'est dirigé vraiment sur la gestion de l'identité. Et la gestion de l'identité, globalement, c'est quoi? C'est les mots de passe et le paiement. C'est-à-dire que vous identifiez soit avec des mots de passe, soit avec votre carte bleue, on va dire. C'est les deux principaux moyens aujourd'hui, les deux principaux moyens de s'identifier qui sont vraiment classiques sur Internet. Donc on s'est focusé là-dessus et donc on s'est appelé un gestionnaire d'identité pendant très longtemps. Et ensuite, il y a eu un autre pivot où en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte que même si on avait l'identité et les mots de passe, ben, en fait, pour tout le monde, on était juste un gestionnaire de mots de passe. Et donc ensuite, là, on a pivoté plus d'un point de vue marketing, du coup, sur le fait de dire, bah non, en fait, on a un gestionnaire de mots de passe, on a encore un petit peu revenu. Et là, maintenant, depuis 1-2 ans, on est en train de réouvrir de nouveau, mais du coup, 8-9 ans après. Pas mal de phases, effectivement, de dire, bah, en fait, globalement, généralement, quand on a une idée, il y a 90% de trucs qu'il faut enlever pour vraiment garder c'est quoi le cœur vraiment du business et où est-ce qu'on va faire vraiment la différence. Sachant qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner une petite idée de combien de personnes utilisent Dashlane? Il y en a combien qui sont gratuits, pas gratuits? Alors il y en a, on a passé la barre des 10 millions de comptes créés. Dans le monde entier? Dans le monde entier, ouais, il y a 1 an à peu près. On a 10 000 entreprises qui utilisent Dashlane en tant que solution du coup, en interne. Beaucoup de clients payants, je ne peux pas dire plus que ça. Mais donc voilà, donc, du coup on commence à arriver à une taille où on n'est pas un géant Internet, mais on commence à arriver à une taille où quand même un petit peu d'utilisation, un petit peu de challenge de scalabilité. Un petit peu de challenge de scalabilité, autant que ce soit technique qu'au niveau de la team, où on est 150 actuellement. Donc, du coup, quand on est 150, c'est plus pareil que quand on est 30. Et justement, tu parlais de Bernard Liotto tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a une sorte de gentil fée qui s'est penché sur votre berceau au début du projet. Mais j'imagine que vous avez quand même rencontré pas mal de difficultés. Est-ce que tu peux nous partager quelques-unes des difficultés majeures que vous avez rencontrées au début du projet? La difficulté, la première difficulté majeure, c'est vraiment de trouver la viabilité du projet. Donc nous, on a un parcours qui est un petit peu différent du parcours classique de je monte une idée tout seul et ensuite je cherche un business angel. Mais au final, les problématiques sont à mon avis un petit peu les mêmes. C'est d'arriver à convaincre des gens que, 1, le projet est bien, et 2, que l'équipe est bien en fait. C'est-à-dire qu'au final, je pense que l'équipe est après aussi importante que l'époque qu'on faisait, parce qu'au final, les business angels, ils vont investir autant sur le projet que sur l'équipe, parce que un projet, ça peut pivoter, alors qu'une équipe, ça peut pivoter aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, alors ça, c'était pas forcément un challenge qu'on a eu, parce que on a eu vraiment la chance de se trouver et d'être très complémentaires, mais je dirais qu'un des premiers challenges, c'est vraiment identifier qui sont vos cofondateurs potentiels et d'avoir énormément de complémentarité en fait, entre les 2 ou 3 personnes qui vont former cette équipe-là. Typiquement, Jean, Alex et moi, on est 3 personnes très différentes. Et du coup, l'avantage, c'est que on va avoir chacun nos forces et nos faiblesses, on va pouvoir s'aider sur certains sujets et aussi ça facilite énormément la prise de décision parce que quand on est 3 personnes très différentes, il y a des choses qui vont nous apporter plus à l'un ou à l'autre et du coup il va pas y avoir forcément les 3 personnes qui ont un strong opinion sur le même point à chaque fois, là du coup ça devient assez vite ingérable. Donc ça c'est un peu je dirais la première challenge que du coup là-dessus nous on a été plutôt chanceux. Mais je dirais on a été chanceux au début, mais après il y a une attention à garder, à trouver le bon équilibre, parce qu'on passe énormément de temps ensemble, et du coup à trouver le bon équilibre entre ok, on va être potes et on est super potes, et en même temps comment est-ce qu'on gère le fait qu'il faut avancer et qu'on n'est pas là pour rigoler. Après, le deuxième aspect effectivement c'est de prouver la viabilité du projet. Donc là c'est autant un challenge produit qu'un challenge technique.
et c'est la plupart du temps presque plus un challenge, je dirais, produit et d'équipe qu'un challenge technique. C'est-à-dire que si on a le bon produit, qu'on a la bonne équipe, on va arriver à s'en sortir. S'il nous manque un des deux, du coup, c'est un petit peu difficile. Et après, je dirais qu'il y a un troisième challenge, mais qui arrive un petit peu plus tard, généralement, c'est d'arriver à prouver le fait qu'on peut monétiser effectivement le projet. Je dis que ça arrive un peu plus tard parce que pendant toute une période, on peut juste arriver à vendre l'idée qu'on peut le monétiser. Et puis à un moment donné, il faut le prouver. Sachant que ça a été votre cas, c'est que vous avez été financé par des investisseurs pendant un certain temps avant de commencer à monétiser. Ouais. Combien de temps à peu près? Je ne sais pas si c'est partageable comme information. Si, parce que quand on est passé premium, c'est une info publique. Je dirais qu'on a dû passer premium au bout de 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens plus de l'année exacte. Ouais, 2 ans et demi. Mais vous aviez déjà plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Ouais, on était gratuit pendant pas mal de temps. Où du coup, on fonctionnait sur l'investissement. Et on est passé payant, d'abord parce qu'à un moment donné, il faut prouver qu'on peut passer payant et qu'on a un business model qui tient la route. Et on est aussi passé payant parce que les utilisateurs nous le demandaient un petit peu en fait. C'est-à-dire que quand on a un logiciel qui est censé être zéro knowledge et qu'il l'est, mais du coup, quand on est à l'extérieur de ce logiciel-là, on voit juste ça marqué sur un site web et qui gère vos données et qui est gratuit, ça fait un peu bizarre. Du coup, les gens se disent mais comment est-ce que vous fonctionnez et donc il y avait des utilisateurs qui nous posaient la question et du coup le passage en fait payant a été très bien accueilli. En fait, c'était pas du tout un problème en réalité. Parce qu'ils étaient stressés de savoir que peut-être que leur mot de passe était partagé à l'extérieur. Ouais, parce que c'était gratuit. c'est ça, leur mot de passe, leurs données. Enfin, du coup, il y a pas mal de questions sur les data, mais on n'est pas une data compagnie, on n'utilise pas les utilisateurs à des fins commerciales. Et donc, du coup, effectivement, il y avait des questions à ce niveau-là. Du coup, on est passé premium, ça répond à la question. C'est-à-dire quand il y a un produit qui a une offre premium et une offre gratuite, ça semble logique de dire oui, effectivement, le business model est basé sur le premium. J'aimerais te poser maintenant quelques questions plus sur la partie architecture technique, puisqu'on est entre ingénieurs. Quand on est en 3e année d'école d'ingénieur et qu'en quelques mois on se retrouve confronté à devoir monter des architectures techniques qui supportent des milliers, voire des dizaines de milliers, aujourd'hui des plus de 100 millions d'utilisateurs, comment on fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les challenges techniques que tu as dû résoudre et comment tu les as résolus? Alors, la première chose, c'est de demander d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui peut valider et vous challenger sur des choix. Ça, honnêtement, c'est quelque chose qu'on a eu et ça remplace, c'est irremplaçable. Donc, voilà, d'avoir pas quelqu'un qui bosse avec vous, mais quelqu'un que vous pouvez aller voir de temps en temps, toutes les 3-4 semaines, et dire voilà, je m'apprête à faire ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et vraiment d'écouter du coup ce feedback-là au maximum. Ça, c'est vraiment s'il y a qu'un seul truc à prendre, je dirais que c'est ça. Après, je dirais qu'au début, le but, c'est pas tant d'architecturer un truc qui va tenir pour effectivement une charge de 10 millions, parce qu'en fait, le but au début, c'est juste de survivre. Et donc, je dirais que l'architecture, elle doit être plus focusée sur votre capacité à itérer rapidement et votre capacité aussi à développer rapidement pour plusieurs plateformes. Par exemple, alors après ça va dépendre vachement des projets, mais du coup nous on est en zero knowledge, donc c'est-à-dire que les mots de passe ils sont chiffrés sur votre device avant d'être envoyés sur les serveurs pour être synchronisés entre vos différents appareils. Et du coup ça veut dire qu'on doit vraiment avoir une application cliente pour chacune des plateformes. Là où simplement, et puis par ailleurs parce qu'il faut une intégration avec l'OS ou avec le browser pour simplement remplir défiler les credentials et les informations. Donc, du coup, ça implique un développement sur plein de plateformes, et donc le choix des technos qui vont nous permettre d'éviter de faire 5 développements, mais peut-être d'en faire que 2 ou 3. Du coup, ça c'est assez utile. Donc j'aurais tendance à plutôt dire qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer rapidement au début, d'itérer rapidement, et puis de tout refaire au bout d'un an quand vous aurez à tout refaire. Ça c'est une autre chose. Et puis après, la dernière chose, c'est d'y passer du temps. À un moment donné, soit vous le faites et vous y passez vos soirées au week-end, soit moi je vous déconseille de le faire, mais
Du coup, mine de rien, c'est une réponse au challenge technique qui est oui, on sort d'école, on a appris des choses, mais on a aussi encore énormément de choses à apprendre. Et du coup, une des manières de les apprendre, c'est simplement de passer beaucoup de temps et du coup de les faire et de se casser un petit peu les dents dessus jusqu'à ce qu'on apprenne au fur et à mesure sur les différentes choses techniques. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment ton rôle en tant que leader technique a évolué? Alors, tu nous as dit qu'au début, vous étiez deux en train de coder. De plus en plus, l'entreprise s'est staffée. Tu as dû faire du management. Donc, comment on passe de codeur à peu près seul dans son coin à manager d'équipe technique? Et c'est quoi les bonnes pratiques et les grandes difficultés? On y passe en recrutant des personnes. Ça, c'est la première chose. Je dirais que on y passe un peu forcément au début en recrutant des personnes, si on a supposé que le projet fonctionne. On y passe, c'est pas facile de switcher, c'est pas facile parce que monter une entreprise en sortie d'école, quand on a un profil technique, on n'a pas été formé au management. Du coup, c'est très difficile, donc il faut être conscient du fait qu'on ne sait pas manager en fait, quand on commence à manager et qu'on vient de monter une boîte, fondamentalement on ne sait pas manager. Du coup, là pareil, un peu que sur l'aspect technique, je dirais de chercher des mentors qui peuvent du coup vous aider à faire des petits points de temps en temps, tous les mois et demi, avec qui vous pouvez vraiment discuter librement autour d'un déjeuner et dire voilà, c'est ça mes problématiques, est-ce que tu me conseilles, etc. Et après, c'est aussi dès le début essayer d'avoir l'intelligence de savoir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de manager? Si on n'a pas envie de manager, peut-être qu'il faut chercher un manager, recruter un manager. Si vous êtes plusieurs personnes, peut-être que les 3 personnes n'ont pas envie de manager. Qui c'est qui a envie le plus de manager? Et pour vous donner un exemple, il y a 3 ans, on a recruté un CTO qui du coup est au-dessus de moi. C'est Frédéric Rivin. Et pourquoi est-ce que moi ça m'allait? Parce que simplement le travail que lui fait aujourd'hui, c'est pas le travail que moi j'ai envie de faire. Moi j'avais envie de continuer de coder, de continuer à faire un peu de management, mais on arrive à une taille où il y avait un temps plein clairement sur du hands-off, sur quelqu'un qui est technique mais qui ne code pas. Et donc justement c'est savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, jusqu'où on a envie d'aller dans le management, jusqu'où on a envie de garder un petit peu une partie technique. Tu as pas mal d'exemples qui sont liés, que ce soit dans le produit ou des exemples que tu as donnés au marché américain. J'ai l'impression que Dashlane, c'est plus une entreprise qui a son marché qui est aux États-Unis qu'en France ou en Europe. Comment on crée une entreprise mondiale et orientée à US quand on vient de France? C'est difficile. Je dirais la première chose, c'est vraiment de regarder en termes de marché, en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qui fait du sens, et de se renseigner vraiment sur quelles sont les habitudes des utilisateurs. La deuxième chose, c'est quand on commence à faire soit de la pub, soit du marketing, soit du contenu, d'articles de blog, etc., d'aller directement targeter effectivement le marché américain. Après, il y a une question d'investissement aussi. Du coup, nos investisseurs, ils sont tous américains. Et après, nos premiers investisseurs étaient américains. Et après, je dirais qu'à un moment donné, il faut avoir une présence sur place en fait. C'est-à-dire que du coup, assez rapidement, on a commencé à avoir d'abord typiquement le community management, de l'avoir assez rapidement du coup, par une personne qui est là-bas. Parce que la différence culturelle est telle que à un moment donné, il faut quelqu'un qui connaisse en fait effectivement le marché là-bas pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là-bas. On arrive à la fin de la première partie de cet entretien avant de passer aux questions-réponses. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce qui va se passer pour toi et pour Dashlane dans les prochaines années? Quel est l'avenir de Dashlane et quel est ton avenir à toi? Comment tu dois évoluer dans les prochaines années? L'avenir de Dashlane, il est radieux, ça c'est évident. L'avenir de Dashlane, il est de continuer dans cette croissance du coup en termes d'utilisateurs. Il est d'arriver à passer le nombre de personnes qui utilisent un Password Manager de 4 à du coup, le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, parce qu'aujourd'hui on est encore un produit de niche. C'est-à-dire que même si on a passé la barre des 10 millions
d'utilisateurs, ça reste un produit de niche comparé à l'ensemble des utilisateurs potentiels d'Internet. Donc voilà, les prochaines étapes pour Dashlane, c'est vraiment de faire ce passage-là on a eu d'abord les early adopters, on va dire vraiment les hyper early adopters, ensuite on est sur un petit peu entre les deux et d'arriver vraiment à toucher le mass market. Et du coup, pour moi, la suite, c'est de continuer du management et de la tech, en tout cas pour le futur. Ouais. Et la dernière question, c'est que tu parles de tech. Quels sont les sujets techniques qui t'intéressent le plus en ce moment, les grosses tendances que tu vois? Alors bien entendu, dans le secteur de la sécurité, hein, où évolue Dashlane, mais de manière générale, les grandes tendances technologiques qui t'excitent le plus en ce moment? Je vais sortir un gros mot qui n'est pas très original, mais c'est machine learning. Mais c'est vrai. Je ne le dis pas juste parce que tout le monde le dit. Là actuellement, on bosse beaucoup sur du coup, le moteur d'analyse sémantique de Dashlane qui du coup analyse les pages web pour dire ça c'est un login, ça c'est un mot de passe, ça c'est un numéro de téléphone, ça c'est un numéro de téléphone mobile, ça c'est un numéro de téléphone mobile mais réparti sur 5 petits champs. Ça en fait c'est un nom et un prénom, mais en fait c'est le nom et le prénom du coup de l'enfant, donc il ne faut pas le remplir avec les informations de base du compte. On a du coup un moteur d'analyse sémantique qui est chargé d'analyser un petit peu ces pages. Et du coup, là, ce sur quoi on travaille, il est déjà basé sur des techniques de machine learning. On va dire que là, ce qu'on travaille, c'est de passer sur des technos encore plus automatisés, parce qu'en fait, quand on parle de machine learning, il y a un spectre, c'est comme quand on dit on fait des tests, quoi. Il y a un spectre toujours entre, on a fait 3 fonctions de test unitaires, et puis ensuite on a fait l'ensemble des tests d'intégration qui tournent en nightly build et qui tournent sur toutes les plateformes en même temps. Il y a un peu un spectre, on peut être sur le machine learning aussi, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des petits concepts de machine learning, on peut utiliser un ensemble de concepts de machine learning, et donc on peut avoir tout ou partie de l'algorithme qui est géré par le machine learning. Donc c'est vraiment de bosser là-dessus. Et concrètement, aujourd'hui, en fait, ce qui est vachement intéressant sur le machine learning, c'est que il y a des choses qu'on sait bien faire, comme reconnaissance de langage, reconnaissance d'image, reconnaissance vidéo. Il y a des choses qui sont beaucoup défrichées. Et après, il y a des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que appliquer du machine learning à de l'analyse sémantique de page web du point de vue de l'interaction, parce que nous, c'est pas forcément le sens de la page qui nous intéresse, le sens du texte, mais c'est le sens des champs. Personne qui sait faire ça. Donc, on peut dire, ah oui, il suffit d'aller sur Azure, et puis ils ont plein de trucs de machine learning. Oui, mais c'est plein de trucs pour le speech, pour le texte. Ils n'ont pas des trucs out of the box qui existent pour analyser. Donc, du coup, si vous prenez un sujet qui est spécifique, en fait, il y a pas mal de chances qu'il n'existe pas en fait aujourd'hui, il existe personne qui sache utiliser des algos génériques qui ont été développés à un exemple précis. Il y a aujourd'hui plein de problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec des machines learning. Cool. Merci Guillaume. Je vais maintenant éteindre la caméra pour laisser la parole aux étudiants pour les questions.